Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici chez vous dans Invitation au voyage. On vous emmène, comme chaque jour, faire le tour de la planète en 3 étapes. En Italie d'abord, avec Edgar Degas. Toute sa vie, le peintre des ballerines a cherché à attraper le mouvement. C'est à Naples qu'il l'a trouvé. Dans les rues où ça bouillonne, ça parle avec les mains. Mais aussi dans les musées, au pied de ses statues. Le rouge pompéien de Naples a également inspiré Degas. Eh bien nous, sur notre palette, on ajoute du rouge tabac, du bleu de Prusse, du jaune. Cette explosion de couleurs, on va la chercher au Nicaragua, à Granada. C'est l'une des plus anciennes villes du continent américain. Elle doit son apparence à un pirate. Vous en saurez plus dans un instant. Des pirates au Nicaragua et un mousquetaire à Nantes. Le château des Ducs de Bretagne a impliqué D'Artagnan dans un sombre complot. Et nous, on va le déjouer dans l'incontournable. Invitation au voyage, c'est du dépaysement en restant à la maison, comme l'a écrit l'un d'entre vous sur Facebook. Et le décollage, c'est maintenant. Comme promis, nous allons à Naples. Notre pied-à-terre en plus est plutôt sympa. Il s'agit d'un palais du XVIe siècle où a séjourné Casanova. Mais aussi la famille Degas. Là, le jeune Edgar va avoir une révélation. C'est notre première invitation au voyage. À Naples, sur la côte tyrrhénienne de l'Italie, la rencontre entre la mer, le soleil et les teintes mordorées de la ville offre une scène polychrome. Aujourd'hui, comme en juillet 1854, quand Edgar Degas y pose les pieds, l'arrivée par la mer provoque une déflagration de couleurs et d'atmosphère. Edgar Degas n'a que 20 ans et n'est pas encore le grand peintre et sculpteur proche de l'impressionnisme qui se révélera plus tard avec ses peintures de chevaux ou de ballerines. Dans la cité italienne, il vient retrouver son grand-père, installé là depuis quelques années, et s'initier à l'art classique. Arrivé de Paris, Degas est très vite séduit par l'éclat, la vivacité de la ville et les richesses artistiques qu'elle recèle. Et à force de la parcourir, il va dénicher à Naples un trésor plus précieux encore, l'art du dessin et la maîtrise du mouvement, ce mouvement qui formera l'épaisseur de son œuvre. Mais la première impression napolitaine, celle du débarquement, c'est la lumière qui inonde la forteresse médiévale du Castel dell'Ovo. C'est l'un des monuments les plus anciens et les plus mythiques de la ville, qui accroche les rayons du soleil couchant. Il fait des croquis sur son cahier, puis à partir de ces croquis, il peindra cette vue, qui est une petite huile sur carton du Castel dell'Ovo. Le Castel dell'Ovo s'élevait telle une masse dorée dans toute sa beauté, dit-il. Et c'est exactement cette lumière du soleil, sur le point de mourir dans la mer, que Degas va reproduire pour représenter le château. Sur son trajet jusqu'au centre historique, ce sont les couleurs des façades qui l'enchantent. Et plus encore, cette place centrale, la Piazza del Gesù, où le jeune artiste va résider. C'est dans cet imposant palais princier du XVIe siècle qu'Hilaire Degas, le grand-père du peintre, a trouvé refuge après avoir fui la Révolution française de 1848. Degas est arrivé sur cette place en carrosse, depuis la mer, depuis le port. Pour lui, ce n'était pas une étape du grand tour classique. Son séjour à Naples était plutôt un retour chez lui, dans sa famille. Cette place est le symbole de la Naples aristocratique de l'époque, avec tous ces palais de la noblesse qui s'affichent. Ce sont des palais patriciens, habités par les nobles, des nobles de la cour. Et cette place est dominée par 2 grandes églises.
Au sud de la place s'élève le monastère de Santa Chiara, chef-d'œuvre gothique aux tonalités ocre. À l'opposé, l'église del Gesù Nuovo, pur symbole du baroque napolitain, avec sa façade habillée de pierres volcaniques noires, et de tous côtés des palais qui portent les couleurs rouge et or de Naples. Degas disait « c'est le pays du soleil ». S'il pleut, soudain la pluie cesse et le soleil sort. Tout est baigné de lumière, une lumière qui enflamme les couleurs de la place et des palais. Puis il observait les lieux, ces palais peints parfois de ce rouge qu'on appelle rouge pompéien, inspiré des couleurs de Pompéi. La palette de Degas est pleine de ce rouge, en souvenir de Pompéi. Dans sa petite chambre, au premier étage du palais, il se met à dessiner. Il peint des têtes, il fait des études de modèles, des dessins à la craie. Peu à peu, Degas affine son coup de crayon et s'attache à capter l'effervescence théâtrale de la vie napolitaine, en s'immergeant dans l'atmosphère populaire des quartiers espagnols à quelques rues de là. Il se promène à travers la ville, il observe les gens, leur façon de bouger, de parler, de gesticuler avec les mains. Tout ça va lui donner le sens du mouvement, qu'il concrétisera quelques années plus tard avec ses ballerines, ses blanchisseuses. Tout ce mouvement, toute cette gestuelle du peuple napolitain, ça lui vient de Naples. Voyez la célèbre série des repasseuses. Ce qui l'intéresse, c'est d'observer le mouvement du fer, la main qui bouge en repassant, la manière dont le corps se déplace dans l'espace. Ce sont d'autres corps, plus statiques mais plus sublimes encore, que Degas vient régulièrement contempler en remontant la Via Toledo, à l'intérieur d'un des monuments les plus imposants de la cité, le Palais des Études. Ce palais doit son nom à l'Académie des Beaux-Arts, qui s'y trouvait encore à l'époque mais a changé de lieu depuis. Il abrite toujours en revanche le musée archéologique qui contient la plus belle collection d'art antique d'Europe. Entre deux cours de dessin, Degas peut savourer la richesse de cette collection, accumulée au fil des siècles par la puissante famille Farnèse et rassemblée ici, au XVIIIe siècle, par le roi de Naples, Charles de Bourbon. Il y avait une volonté politique de la part de Charles de Bourbon et de sa mère Élisabeth Farnèse d'élever Naples au rang de capitale et donc de la doter d'un musée prestigieux. On trouve ici une collection magnifique de sculptures romaines. Et puis surtout, l'ensemble des vestiges provenant de Pompéi et d'Herculanum. Il y a tout, il ne manque rien. Que ce soit les sculptures de bronze, les peintures murales, les mosaïques. En élève appliqué, Edgar Degas vient ici s'imprégner de ces prodigieux trésors de l'Antiquité. Dans ce musée, Degas effectue de nombreuses copies d'œuvres antiques, depuis les mosaïques pompéiennes qui se trouvent dans cette salle, jusqu'à l'architecture gréco-romaine, en passant par les statues gréco-romaines. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de dessiner pour apprendre le métier de peintre. Il se met à dessiner les statues, les drapés, et puis le mouvement, la pose de la statue. C'est ça qu'il commence par peindre.
En étudiant les antiques, le jeune artiste se plie au canon de l'art académique, bien loin de la révolution impressionniste qu'il ne joindra que 20 ans plus tard. Mais à travers ses copies, il s'initie là aussi au tracé du mouvement. Degas disait « Aucun art n'est moins spontané que le mien. Ce que je fais est le résultat de l'étude des grands maîtres du passé. De la spontanéité, je ne sais rien. » Tranchant avec le calme qui règne parmi ses chefs-d'œuvre, le tumulte de la ville reprend le dessus à la sortie du musée. Pour y échapper, Degas se plie au rituel napolitain. Il gravit la colline de Capodimonte, qui domine toute la baie de Naples, et vient se réfugier dans la Villa Fagella, la résidence d'été de son grand-père. C'est un endroit où les Napolitains aiment passer leur temps libre depuis le XVIe siècle. Ils trouvent ici la possibilité de s'éloigner du chaos frénétique et bruyant de Naples. Ici, face à ce panorama unique, le jeune artiste va troquer ses fusains pour des pastels et des pinceaux et réaliser ses premiers chefs-d'œuvre, telle cette vue sur la baie de Naples avec le Vésuve en toile de fond. Le Vésuve est un mythe de la peinture napolitaine du XIXe siècle. Mais le regard de Degas est beaucoup plus moderne. On peut voir de façon extraordinaire à quel point le peintre a su allier l'ancien et le contemporain. C'est là la caractéristique la plus fascinante de Degas. C'est ici aussi, dans les salons de la villa, que Degas se met au portrait, notamment celui de son grand-père, inspiré du célèbre chef-d'œuvre du Titien représentant le pape Paul III. C'est justement à 2 pas de la villa familiale de Degas, au musée de Capodimonte, que le Titien est exposé désormais. Ce palais du XVIIIe siècle a été édifié par le roi de Naples, Charles de Bourbon, celui-là même qui a rassemblé à Naples la formidable collection d'art héritée de sa mère, Élisabeth Farnèse. L'importance de cette collection est considérable. Elle permet à Capodimonte d'illustrer l'art italien, non seulement de la Campanie et du royaume de Sicile, de Naples, mais de toute l'Italie, puisque les Farnèse vont collectionner les écoles vénitiennes, les écoles florentines, l'école de Parme, l'école de Bologne, l'école de Rome. Et donc la collection représente toute l'Italie. Mais à l'époque de Degas, ces œuvres-là sont encore réunies au Palais des Études dans le centre de Naples, et le palais de Capodimonte n'est pas encore un musée. Sur la colline dominant la ville, c'est dans le parc royal que le jeune artiste vient se recueillir. Comme tous les Bourbons, Charles de Bourbon est passionné par la chasse et il fait planter un bosco qui est un grand parc baroque tardif, qui est aussi le plus grand parc urbain de toute l'Italie. Dans le bouillonnement de cette cité méditerranéenne, dans la richesse artistique de ses rues et de ses musées, et dans l'harmonie de ses couleurs dorées, Degas a puisé les éléments fondateurs de sa palette de peintre impressionniste. Il y a élaboré surtout son sens de la ligne, qui lui donnera les clés plus tard pour animer les corps en mouvement. Cette obsession pour le mouvement, née à Naples, Degas va la traduire dans ses toiles, puis dans ses sculptures. En fait, il a commencé à perdre la vue 6 ans après ce séjour en Italie, et il a dû changer de discipline pour assouvir son besoin de créer. À Naples, il y a donc du rouge, comme le sang. Eh bien, celui d'un saint serait conservé dans une chapelle de la ville. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau.
Edgar Degas a peut-être vu passer cette procession dans les rues de Naples. 3 fois par an, on commémore San Gennaro, le saint protecteur de la ville. Et on lui doit bien ça, vu qu'en 1631, il aurait sauvé Naples de la colère du Vésuve. L'Italie, c'est le pays des miracles. Les hommes politiques ont l'air de plus en plus jeunes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. L'équipe nationale de foot a battu la France lors d'une finale de Coupe du Monde, sur un coup de tête. Normal donc qu'un homme décédé en 305 après Jésus-Christ détourne la lave en fusion. Gennaro, avant d'être un saint, a fait partie de la grande persécution de l'empereur romain Dioclétien, pendant laquelle des milliers de chrétiens ont péri. La légende raconte que le bourreau a eu bien du mal à l'envoyer ad patresse. On l'a d'abord jeté au feu, sans résultat. Le fouet non plus n'a pas été efficace et les fauves se seraient couchés à ses pieds. Un peu là, ou peut-être pressé de rejoindre son créateur, Gennaro lui-même aurait conseillé qu'on le décapite. On le décapita donc. Là-dessus, va savoir pourquoi, une parente recueille un peu de son sang coagulé dans 2 ampoules. Et voilà qu'un jour, on se rend compte que ce sang coagulé est redevenu liquide. Depuis, ces ampoules jouent le rôle de baromètre pour la ville. Si quand on fête San Gennaro, le contenu se liquéfie, alors tout ira bien pour Napoli. Dans le cas contraire, garat et fesses. Le sang de Gennaro aurait prédit la guerre 39-45 ou le grand tremblement de terre de 1980. C'est donc la preuve que ça marche. Bon sang ne saurait mentir. En 1527, la ville a même passé un accord avec le saint, du très sérieux. Elle s'est engagée à lui constituer un trésor, gardé dans une chapelle à son nom, en échange de sa protection, un pacte de sang toujours en vigueur. En 2015, le phénomène eut même lieu devant le pape. Pour l'instant, l'Église appelle ça un prodige. Ce sont les rares reliques au monde à changer d'état. Et en attendant, quand rien ne bouge dans ces ampoules, c'est toute la ville de Naples qui se fait du mauvais sang. Si vous allez un jour à Nantes, il faut vraiment profiter des docks et des machines de l'île, ces manèges géants qui sont devenus l'attraction de la ville. Mais Nantes offre aussi la possibilité de remonter le temps, sur les remparts du château des Ducs de Bretagne. Avec un peu d'imagination, vous croiserez l'épée et la cape de D'Artagnan, mousquetaire du roi pour le meilleur et pour le pire. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Mais avant de croiser le fer, on traverse l'Atlantique pour nous poser au Nicaragua, au pied du volcan Mombacho. On a décidé aujourd'hui de vous emmener à Granada. On la surnomme la Grande Sultane à cause de ses maisons de style andalou-mauresque. L'héritage espagnol au Nicaragua, c'est notre deuxième invitation au voyage. Une ville sirène, comme l'appellent les Nicaraguayens. Au sud de l'Amérique centrale, Granada surgit des eaux du lac Nicaragua, telle une cité sortie d'un songe. Depuis toujours, ses rivages féconds, son atmosphère et son très riche patrimoine architectural font d'elle la perle du Nicaragua. Notre ville de Granada va fêter ses 500 ans d'existence. Ici, on aime dire que c'est l'une des plus anciennes de tout le continent américain. Aujourd'hui, la ville compte près de 1700 monuments, bâtiments, maisons, églises, qui tous s'inscrivent dans un héritage colonial espagnol. Mais ce sont surtout ses couleurs éclatantes, ses façades à colonnades et ses innombrables palais néoclassiques qui démarquent Granada des autres villes du Nicaragua. Une richesse architecturale qui trahit la prospérité passée de la cité. Car avant que ne soit créé le canal de Panama, c'est par elle que transitaient les marchandises entre les océans Pacifique et Atlantique. Les berges vantées du Grand Lac sont un lieu de promenade prisé des Granadins. C'est ici que s'écrit le préambule de l'histoire mouvementée de la ville. C'est ce que rappelle la statue du fondateur, Francisco Hernández de Córdoba. En 1524, ce conquistador espagnol découvre ce site béni des dieux, au nord du lac Nicaragua. Située à seulement 50 km, la côte pacifique y est facilement accessible par voie terrestre.
tandis que le lac sur lequel se trouve le site est directement relié à l'océan Atlantique via un fleuve qui le prolonge. Pour la première fois, un chemin est trouvé entre les deux océans. Ainsi est fondée Granada, en hommage à la ville du même nom qui, en Europe, vient d'être reprise par la couronne d'Espagne. Dans le plus pur style espagnol, l'un des fleurons de cette nouvelle cité est le couvent San Francisco. Les Espagnols cherchaient une route qui communique entre l'océan Atlantique, qu'ils appelaient la mer du Nord, et l'océan Pacifique, la mer du Sud. Cela signifie que Granada se situait sur une incroyable route du commerce international, avec en prime l'exploitation de mines d'or tout autour pour approvisionner l'Espagne. Dès lors, les richesses ne cesseront plus d'inonder Granada. Mais les Espagnols ont investi des terres peuplées d'indigènes. Alors, ils font venir des religieux pour évangéliser la population. C'est pour cette raison que l'un des premiers édifices de la ville est ce couvent, adossé à son église. Sa situation et son architecture témoignent de la volonté des Espagnols d'asseoir leur pouvoir politique, militaire et religieux. Ce couvent a la particularité de se trouver dans la partie haute de la ville. Il a été édifié ici car c'est un lieu protégé. C'est ce qu'on a remarqué lors de la restauration du bâtiment en observant sa conception. On a trouvé un chemin de ronde, ce qui signifie qu'il y avait une garnison militaire. Ainsi, l'édifice combinait deux fonctions, celle de couvent et aussi celle de forteresse, pour défendre militairement la ville. Dans le cloître attenant, les lignes sont d'ailleurs très austères, avec une architecture que l'on peut qualifier de sévère. Les couloirs sont simples, le toit intérieur, lui, est fait de canne, ce qui apporte de la fraîcheur. Avec les tuiles en argile, cela crée même une climatisation naturelle et bien sûr, on a ce patio avec sa palmeraie qui nous berce de ses sons. Sur le modèle espagnol, la ville s'étend depuis une place centrale et se dote de luxueux bâtiments. Un passé prospère dont témoigne aussi le quai de la ville et son ancienne capitainerie. Avec son statut de ville franche au sein du Royaume d'Espagne, privilège rarissime pour une cité du Nouveau Monde, Granada s'est d'abord enrichie grâce aux taxes sur les marchandises qui y transitaient. Elle est alors l'un des ports les plus importants d'Amérique centrale. Granada va devenir un lieu très commercial. On vendait des épices, des vêtements, de la nourriture qu'il y avait dans les Caraïbes et qu'on ne trouvait pas sur la côte pacifique. Donc beaucoup de gens de la ville sont devenus très fortunés, avec l'or, l'argent et tout ce que ça rapportait. Mais à quelques kilomètres de là, le danger guette la prospère Granada. Posé en chapelet sur les eaux du lac Nicaragua, l'archipel lacustre des Isletas est un paradis inattendu, à une demi-heure de bateau seulement de la cité. Ces îles sont alors le refuge de pirates qui les utilisent comme base arrière pour attaquer la ville à partir du XVIIe siècle. Parmi eux, des Anglais, des Espagnols en disgrâce et même quelques flibustiers français. On rapporte qu'un des pirates, un Français que l'on appelait l'Olonnais, est arrivé un jour à 2 h du matin à Granada. Il s'est alors mis à frapper aux portes des maisons, les gens ouvraient et tombaient sur le pirate qui leur disait « Bonsoir, je viens vous voler ». C'était aussi direct que cela. Mais parfois, les pillages s'accompagnent de destruction. La violence est telle que les riches commerçants granadins décident de prendre le problème à bras-le-corps en construisant sur ces îles des fortins et des forteresses toujours visibles aujourd'hui. L'île San Pablo est située sur un point stratégique, d'où l'on peut observer l'entrée des navires vers Granada. Elle est à quelques kilomètres seulement de la ville, et elle a été édifiée, elle aussi, dans le plus pur style colonial, mais avec une bâtisse plus forte. Malgré ces fortifications et l'indépendance du pays, gagnée en 1821, les attaques ne cessent pas.
Jusqu'à ce jour funeste, du 22 novembre 1856, où un certain William Walker, flibustier américain, fait mettre la ville à sac, allant jusqu'à faire brûler sa cathédrale. Une grande partie de la vieille Granada espagnole est détruite. Paradoxalement, c'est à cette ultime attaque que Granada doit le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Car la ville sirène, comme l'appellent ses habitants, va alors se faire phénix, en renaissant de ses cendres, encore plus belle, comme on peut le découvrir sur la place de l'Indépendance. Les habitants ont voulu reconstruire. Le Granadin a le sens des traditions et il a voulu retrouver l'ambiance de son espace architectural en le reconstruisant, car il s'identifiait profondément à sa ville. Cette nouvelle Granada fleurit dans le centre historique de la ville, autour du vieux couvent, miraculeusement conservé. Au-delà du commerce de l'or, certains Granadins ont fait fortune dans le café, le cacao ou la canne à sucre. Les plus riches s'offrent de somptueuses demeures, bijoux d'architecture. Les Granadins, avec cet argent, ont pu envoyer leurs enfants étudier en France, aux États-Unis. Cette génération est entrée en contact avec d'autres réalités, d'autres styles d'architecture, et ils ont suggéré à leurs parents que la modernité, la modernisation de la ville, allait passer par un nouveau style architectural. Voici comment est entré en contact du style espagnol colonial, le style néoclassique, importé d'Europe. Aujourd'hui transformée en centre culturel, la Casa de los Leones illustre ce mélange. À la sobriété de son patio colonial s'ajoute une exubérante façade. Les éléments néoclassiques sont ces colonnes qui sont rehaussées d'un chapiteau dorique. Les volutes, tous les supports, les balustrades et bien sûr la colonne du deuxième étage qui se termine en forme ionique. Outre un style nouveau, Granada gagne aussi à cette époque un autre de ses traits distinctifs, la couleur. Les bâtiments, qui un peu comme dans le sud de l'Espagne, étaient alors essentiellement blancs, se parent d'une incroyable palette, toute tropicale. Une idée née d'un architecte italien en charge de la reconstruction de la ville, Mario Favilli. Mario Favilli a introduit ce jaune intense, ce bleu prussien ou ce rouge tabac pour les mettre sur les façades. Aujourd'hui, quand les gens viennent à Granada pour la première fois, ils sont surpris non seulement par ses bâtiments, son architecture, la tranquillité, ce rythme différent qui règne dans la ville, mais ils s'émerveillent aussi de cette magie qu'offre la combinaison des couleurs puissantes. Dernier grand chantier, la cathédrale achève la métamorphose de la ville. De quoi faire encore un peu plus la fierté des Granadins, qui n'auront de cesse de préserver ce patrimoine. À quelques pas du centre historique, dans la rue du Consul, Francisca représente la 4e génération d'une famille granadine. Dans la plupart des maisons coloniales, il existe ce type de fenêtre, car les gens ici à Granada avaient l'habitude de s'asseoir là, de converser, de voir les gens passer et dire « Salut, comment vas-tu? À plus tard ?» Ces fenêtres étaient vraiment faites pour ça, pour que les gens se mettent là, à lire un livre tout en regardant passer les gens. Ces coutumes, ce mode de vie, sont pour elle un héritage à conserver. Entourée de ses amis et de ses enfants, elle fait vivre cette maison au charme colonial qu'elle entretient comme un petit trésor. J'adore ça, car ce sont nos racines, ce sont nos coutumes. Et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que les gens, spontanément, ont toujours voulu reconstruire leur maison de la même façon. On s'est battu pour maintenir le style, les structures d'époque. Aujourd'hui, c'est même exigé. C'est une vraie richesse pour nous, car c'est notre patrimoine.
Un choix payant, car si la ville n'est plus un grand port prospère, sa richesse est désormais ailleurs. Après des années de guerre civile, le pays s'ouvre enfin au tourisme. Et ce patrimoine, précieusement conservé, fait de Granada une destination phare de l'Amérique centrale. Une fois sur place, préparez-vous à manger des haricots rouges. Mais alors beaucoup. Le gallo pinto, c'est le plat traditionnel, des haricots donc, avec du riz frit qu'on mange tous les jours, au déjeuner, au dîner et même au petit déjeuner, avec des œufs, des tortillas de maïs et pourquoi pas des bananes à la poêle. Très diététique donc ce petit voyage. Maintenant, changement d'ambiance, nous allons à Nantes, au château des Ducs de Bretagne. Le roi Soleil ne supporte pas qu'on lui fasse de l'ombre. Alors il se débarrasse des plus gênants. Comment ? Je vous le raconte dans l'incontournable. Si l'on demande à un Nantais s'il est breton, il vous répondra « Évidemment, la cité abrite bien le château des Ducs de Bretagne ». Forteresse imprenable, protégée par un chemin de ronde, il trône au cœur du quartier médiéval. Alexandre Dumas aurait pu s'en inspirer pour ses romans historiques. Côté cour, l'ambiance est plus raffinée. Les visiteurs découvrent une architecture gothique. Des bâtiments en pierre de tuffeau avec les premières marques d'inspiration Renaissance. Aujourd'hui, 1 300 000 visiteurs s'y pressent chaque année pour revivre cette Nantes bretonne et puissante. Incontournable château des Ducs de Bretagne qui cache une toute autre histoire. Celle d'un coup politique majeur qui va changer le destin de la France. Ce qu'on appelle un coup de Jarnac, avec dans les rôles principaux le roi Louis XIV et un mousquetaire, D'Artagnan. Jean-Pierre Bois est spécialiste de l'histoire militaire. Le 5 septembre 1661, le jeune roi Louis XIV n'a alors que 23 ans. Il assiste à Nantes, aux États de Bretagne, un sommet où l'on discute des finances du royaume. Ça amène au château de Nantes une foule énorme. C'est tous les membres des États, les nobles en particulier, tous les petits nobles bretons qui sont plusieurs centaines. Ça crée un événement assez important pour permettre de jouer en arrière-plan la raison réelle de la convocation des États à Nantes, l'arrestation de Fouquet. Louis XIV se méfie en effet de ce Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Une méfiance attisée par Colbert, l'ancien homme de confiance de Mazarin, qui rêve de prendre sa place. Il faut se débarrasser de cet homme d'affaires douteux, ami des arts, ambitieux et très riche. C'est avec ses propres revenus, sa fortune, disons, et la dot de son épouse, qu'il achète le château de Vaux-le-Vicomte, dans lequel ses affaires continuent à prospérer. Il se fait le protecteur des arts et des lettres. On le sait, 20 ans après, ça donne les fêtes de Vaux-le-Vicomte. C'est somptueux. Enfin bon, La Fontaine, Madame de Sévigné, etc., quoi. En fait, il fait fortune et il le montre. Le roi, il n'est pas encore capable de faire autant. À l'époque, le roi de France n'a pas de grand palais. Le domaine de Versailles n'abrite qu'un petit château que le roi utilise une fois par an pour la chasse. La réussite de Fouquet suscite des jalousies. En premier lieu, celle d'un jeune souverain, Louis XIV. D'autant plus que les caisses de l'État sont vides. Colbert arrive à convaincre le roi que Fouquet est responsable du déficit budgétaire du royaume et qu'il s'enrichit démesurément. Fouquet, c'est une véritable puissance qu'il est en train de s'installer en Bretagne. Il a beaucoup d'intérêt dans la province de Bretagne. Et avec la forteresse de Belle-Île qu'il est en train d'armer, de construire et d'armer, où il réunit une flotte, il devient une puissance très dangereuse pour le roi. Si dangereuse que Louis XIV prend la décision de l'éliminer. L'arrestation aura lieu au château de Nantes, lors des États généraux, mais à l'extérieur de l'enceinte. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du château, il y a beaucoup de partisans de Fouquet. Supposez qu'un pugilat se produise, que certains s'y opposent. À l'intérieur du château, ça deviendrait une affaire gigantesque, énorme. Peut-être un massacre, une tuerie, sait-on jamais. Le prendre quand il sort du château, c'est le prendre à un moment où il entre dans un lieu public, où là, si par hasard ça tourne mal, c'est plus facile de régler la question. La mission est délicate. Fouquet a beaucoup de relations. Il faut s'assurer du concours efficace d'un homme dévoué et courageux.
Louis XIV choisit sans hésitation le sous-lieutenant de ses grands mousquetaires, D'Artagnan. Dans les personnes qui sont présentes dans le château de Nantes au moment où se tiennent les États, il y a beaucoup de partisans de Fouquet. D'Artagnan, au moins, n'en est pas un. Là, certitude absolue, D'Artagnan est un homme sûr. Le 5 septembre, au petit matin, Fouquet se rend comme prévu au Conseil du roi. À ses côtés, Jean-Baptiste Colbert, mais aussi Michel Letellier, secrétaire d'État à la guerre. Tout se passe normalement, sauf que... Louis XIV lui-même, par des petits papiers, prévient D'Artagnan, fait porter les papiers. Attention, le conseil va se terminer. Fouquet va bientôt sortir. Gardez les portes, il doit passer par là. À 11h, le conseil prend fin. Et Louis XIV retient Fouquet, pendant que Letellier est chargé, lui, d'aller prévenir D'Artagnan. Ça y est, ils sortent. Il retient Fouquet en bavardant de choses et d'autres. Et quand Louis XIV juge que Letellier a eu le temps d'aller prévenir D'Artagnan, il laisse partir Fouquet. Donc Fouquet ne s'attend pas à être arrêté. Mais Letellier a été retenu par un Breton sollicitant son aide. Et entre-temps, à la sortie du château, Nicolas Fouquet disparaît dans la foule. Aussitôt, le roi donne l'ordre à D'Artagnan de fouiller la ville. Fouiller toute la ville. Il me le faut. Mais Fouquet ne s'est pas sauvé en courant. Fouquet est dans sa calèche, il est monté et il va au pas des chevaux qui prennent la petite rue qui monte vers la cathédrale. Et c'est devant la cathédrale, donc tout de suite, en réalité, qu'il se trouve rattrapé par D'Artagnan, qui arrête les chevaux, qui ouvre la porte de la calèche et qui lui dit « Au nom du roi, je vous arrête ». Fouquet sera condamné au bannissement et mourra en détention. Aujourd'hui, au château de Nantes, les visiteurs ignorent sans doute qu'ici se joua le destin tragique de Nicolas Fouquet, qui, comme Icare, aura volé trop près du soleil. Et voilà, c'est ainsi que s'achève Invitation au voyage. Pour réagir, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. La communauté grandit de jour en jour et je peux vous dire que ça nous fait bien plaisir. Si vous avez raté des destinations qui vous intéressent, vous pouvez aussi surfer sur le site arte.tv. Tout est en replay. On se retrouve demain. Bis bald.